toujours au SoBD, nous sommes avec un éditeur indépendant, José Jauvert de Tartamudo. Alors José, tu es là depuis le début, je crois? Depuis quasiment le début, oui, on peut le dire. Alors en quoi ce salon SoBD est important pour un éditeur indépendant comme toi? Alors, pour plusieurs raisons, bien sûr. La première, c'est qu'il y a ici la crème des éditeurs. Mais c'est presque ça. Il y a tous les éditeurs indépendants qui, disons, comptent sur la place de Paris, mais ils viennent d'un peu partout. Et donc, c'est une manière de se retrouver chaque année, de voir un peu les productions des uns et des autres, dans un cadre qui est agréable et qui, en plus, correspond réellement à l'esprit de culture BD. Historiquement aussi, d'ailleurs, puisqu'il y a des personnes ici qui sont des encyclopédistes de la bande dessinée. Il y a un prix de la bande dessinée, et puis c'est un petit salon, voilà, qui se passe à Paris. C'est le seul, il me semble, de cette envergure dans cette spécialité-là, dans ce médium. Et de ce fait, ça permet aussi de rencontrer donc le public parisien, mais pas seulement, puisque viennent tous les journalistes aussi également du médium. Et ça permet d'échanger, discuter, de voir prendre des nouvelles des uns et des autres, un peu comme dans tous les salons, j'imagine. À part que celui-là, effectivement, il y a quand même tous les petits éditeurs qui est émergents depuis même plusieurs années et qui comptent dans le paysage. Qui sont pas, c'est pas les grosses structures, mais ce sont des éditeurs qui sont nominés à Angoulême, qui ont des prix, etc. Il y a, je ne pourrais pas tous les citer, mais il y a un certain nombre qui sont quand même d'envergure. Alors parlons un peu de ta maison d'édition. Tu es dans le métier depuis combien de temps? Alors, dans le métier, j'ai eu plusieurs vies. D'abord, une vie d'auteur et dessinateur de bande dessinée, et illustrateur, et dessinateur de presse. J'ai travaillé pour des éditeurs comme Glénat, Futuropolis, dans le secteur jeunesse pour Hachette, pour Syros. Je ne peux pas tous les citer parce que j'ai eu beaucoup d'éditeurs, comme tout un chacun, enfin tout artiste qui est dans ce milieu-là, je suppose. Et beaucoup de presse aussi, des couvertures de magazines, d'illustrations d'articles, beaucoup de communication aussi, de la publicité. Et puis un beau jour, il y a 20 ans à peu près de cela, j'ai décidé disons, d'explorer ce que c'est que le monde du livre en devenant le producteur, c'est-à-dire un producteur. Après avoir été auteur, dessinateur, même peintre, j'étais exposé dans les années 80. Je suis passé à l'autre, disons, la face cachée du miroir, qui est la production, c'est l'édition. Et là, je ne m'attendais pas à un tel, comment dire, un tel parcours. Ça demande une détermination absolument incroyable. C'est un peu comme, pour citer une image, comme Charlie Chaplin dans le film Les Temps modernes. À un moment donné, il y a une scène où il serre des boulons et il est entraîné par le tapis roulant, il est embarqué dans des rouages géants. Et alors, pour sortir de là, on met la machine à l'envers et il ressort par le même tapis par lequel elle est arrivée. Un éditeur comme moi et mes confrères, j'imagine que c'est un peu la même chose. Si on a la machine, on est dans les rouages de la machine et que si on veut en sortir à l'envers, on est broyé. Donc voilà un peu l'image que je peux en donner. Alors, c'est pas que il n'y a pas que des choses négatives, mais ça demande énormément de tripes pour faire cette activité-là, qui n'est pas une activité d'ailleurs proprement dite, c'est un métier on pourrait dire, mais c'est plus qu'un métier, c'est un sacerdoce. On est plus proche du sacerdoce parce qu'il faut vraiment croire dans le potentiel de son propre goût, parce que je choisis tout ce que je produis, et dans le potentiel d'accueil du public pour oser
contrairement à ce que les gens pensent, en fait, il faut être chargé de toutes les prétentions. Sinon, mais quelle des prétentions de croire qu'on va adresser un grand message au monde, qu'on soit un auteur, un artiste ou un dessinateur. Là, en tant qu'éditeur, c'est la même chose, mais c'est quand même une sacrée épreuve, quoi. Et puis l'épreuve, on ne peut plus en sortir. Il faut qu'on est dedans. On est obligé d'aller de l'avant. C'est forcé, quoi. Tu soutiens combien d'auteurs en ce moment dans ton catalogue? Au cours des 20 dernières années que je pratique donc comment dire, un peu comme Sisyphe avec son rocher qui le pousse et qui redescend. Il y a eu des rencontres, c'est-à-dire il y avait un certain nombre d'auteurs très connus qui sont des amis proches, comme David Bochart, comme Farid Boudjelal, comme Pef dans l'édition jeunesse, Gudule aussi. Et donc au départ, ils m'ont rejoint pour me donner un coup de pouce et on a fait des livres ensemble. Et puis au fur et à mesure le temps a coulé, et puis d'autres sont arrivés, des projets sont nés. Voilà quoi, c'est une aventure, une maison d'édition, c'est une aventure totale. Et voilà quoi, c'est pas un truc de salarié où on se pose, mais, malgré tout le respect que j'ai pour eux. C'est pas ça, on est dans un cadre quand même qui est hors du commun. C'est pas... oui, c'est ce que je disais, il faut des types. Que penses-tu des politiques publiques du livre? Tu es soutenu un peu par les pouvoirs publics ou c'est compliqué? Alors, ça dépend des fois. Disons que le CNL soutient des projets. Il arrive... j'ai fait quelques projets avec des comités d'entreprise. Donc là, c'était des gens que je rencontre avec qui j'avais un échange où on parlait un peu le même langage. Par rapport à ce que c'est que l'action éducative, par rapport à ce que c'est que la pédagogie de l'image, des choses comme ça. Sinon, par rapport aux politiques générales du livre, il se pointe quelques problèmes, notamment pour les auteurs artistes, à mon sens. C'est que j'apprends qu'on cherche à supprimer la maison des artistes et la GESA pour la remplacer par une sorte de caisse de la sécurité sociale. Alors je ne sais pas a priori ce que ça peut donner, mais toujours est-il que supprimer des deux institutions comme ça inquiète, et peut-être à juste titre, énormément d'auteurs et de dessinateurs, et d'illustrateurs et de tous ceux, photographes et ceux qui en faisaient partie. Donc, pour ce qui est des politiques du livre, je ne sais pas, la France a, comme dirait une certaine émission, un incroyable talent. Je ne sais pas si en haut lieu on s'en rend bien compte. Le problème des politiques, c'est qu'ils sont dans la politique précisément. Et l'art, c'est un autre monde. Alors on peut faire semblant de le comprendre, je ne sais pas, de l'appréhender, mais un politique reste un politique. Et ça me fait penser à un musicien espagnol qui, Léon Blum à l'époque, il était président en 1936, et un grand musicien espagnol, un guitariste. Blum avait demandé à le rencontrer et ce dernier avait refusé. Et Blum lui avait demandé mais pourquoi? Et ce musicien lui avait dit vous allez me parler de politique et moi je vais vous parler d'éthique. On ne parlera pas la même chose. Hein. Donc voilà, c'est les politiques de la culture existent. Il y a le CNL, il y a d'autres organismes effectivement qui sont importants, mais je ne sais pas si on saisit toute l'opportunité que représente la puissance créative qu'il y a dans ce pays. En ce qui me concerne, moi je produis des auteurs le plus possible qu'ici. C'est 100% de la création. Il n'y a pas d'achat de droits, d'adaptation. Maintenant, j'ai un label aux États-Unis et au Canada. C'est un éditeur qui s'est monté sur ce que je produisais. Il a acheté plusieurs de mes titres et il commence à les produire et à les sortir donc au Canada et aux États-Unis. Donc, mais pour ma part, j'ai jamais acheté de droit à qui que ce soit parce que je me fais confiance, à tort ou à raison, c'est pas le problème. En tout cas, je pense qu'il y a une voie que je cherche
Et je pense que que je vais la poursuivre, quoi, parce que je crois en ce que je fais, je crois, on revient au sacerdoce, les croyances. Mais en tout cas, même si le chemin est difficile, enfin, c'est comme disait Montaigne, me semble-t-il, il disait c'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Ben, c'est un peu ça, donc voilà. Et alors, quelle est ta ligne éditoriale par rapport au La ligne choix, éditoriale, donc, c'est une bande dessinée relativement engagée, ou alors en tout cas qui a comme ceux que j'ai sortis récemment, qui a, disons, un souci lié à l'écologie, aux droits de l'homme, mais il ne faut pas que ce soit non plus quelque chose qui soit, entre guillemets, militant, parce que tout de suite on ajoute une connotation un peu partisane. Militant de quoi? Militant de l'art, militant des artistes, militant de la narration, oui, certainement. Et pas communautariste, quoi. Non, mais ça. non. Oui. Ça n'aurait pas de sens en plus. Je veux dire, moi-même, je ne suis encarté nulle part. Je me définis comme un livre-penseur, et c'est la vérité. Je crois que dès qu'il y a un parti, il y a un dogme. Et ça me gêne beaucoup. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut voir peut-être 2-3 des nouveautés de Bien 2019 sûr. que tu peux nous présenter? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai aucune exclusive en termes d'art narratif. Donc, ça, c'est parmi les titres récents, Rock'n'Roll Comics, de Bruno Blum, qui était le correspondant à Londres du magazine Best, qui était le concurrent de Rock et Folk. Donc, on a mis un cahier photo à la fin, voilà, ça c'est Bruno Blum, voilà, qui a fait beaucoup de bouquins sur la musique. Ça c'est lui en 1980, le beau gosse. Voilà, avec Mick Jagger, Bruno Blum, avec Lou Reed, avec son groupe Les Manches. Ça c'était un truc qu'il avait créé. C'est une autobiographie. Voilà, et c'est comme ça qu'il a créé, oui, parce qu'il a lancé aussi les Stray Cats en France. Donc ça, il était ami avec Brian Setzer, là, avec Mick Jagger et Jimmy Cliff, parce qu'il fait aussi, là, il est là, il fait beaucoup dans le reggae. Il a fait le tatouage de Slim Jim Phantom et le premier... Illustration des Stray Cats. Des Stray Cats, le premier single, sorti en France. Voilà, il était très ami avec eux. Il les a accueillis à Londres, c'était des Américains, il les a hébergés. Ils sont arrivés à Londres. Là, c'est au Marquis, une célèbre boîte. Ici, il y a Bruno, avec son groupe Private Vice. Très ami avec les Kilmister et Motorhead. Téléphone à Londres. Iggy Pop, habillé, rare, Patti Smith. Voilà, donc ça c'est tout ça la période londonienne. Avec Johnny Rotten, et Sex Pistols, il est là, Bruno. Voilà, toutes ces photos de toute cette époque avec Divo, avec encore les Kilmister. Voilà, ici avec les Strangers, c'était Jean-Jacques Bernard, le bassiste était français. Concert de Bob Dylan, Wilco Johnson et Dr. Feelgood. C'est on revisite toute une époque. Tous ceux qui ont la cinquantaine, ils vont tomber à la nostalgie. Concert des Sex Pistols à Londres. Voilà, donc ça c'est toute cette période. Et les bandes dessinées qu'il publiait. Donc là c'est très documenté forcément voilà, parce qu'il sait de quoi il parle. Et c'est lui qui dessine, tout ça. Ouais, c'est un dessinateur. Oui, des pochettes. Ça c'était une BD qu'il avait prévue pour Métal Hurlant qui n'est pas passé, on l'a passé là. Supermarché Faux Fortune. Les Supermanches. Les Supermanches. Oui, parce qu'il venait, c'était lui, Yuri Lanquette, il venait d'outre-Manche. Il jouait comme des manches et il faisait la manche. Ah, il faisait la manche, d'accord. Donc le jeu de mots. Voilà, les Supermanches. D'accord. Il était ami avec donc, les enfants de Francis Blanche. Et ensuite, voilà. Oui, donc là c'est encore, qu'il a amené en France. La BD, il y a de tout. Concert de Pink Floyd, c'était paru dans Best. Il s'est intéressé au ska. Ça, c'était un fanzine encarté dans le 33 tours. D'accord. Ça, voilà, ça c'est. Ah bah non, ça c'est. On l'a recompilé. Et ça, c'était un fanzine aussi encarté dans un 33 tours des Motorhead, avec qui il est parti en tournée d'ailleurs, comme musicien.
Voilà, ça c'est son groupe Blue Weiss. De ceux qui ont connu cette époque-là vont reconnaître punk rock. Il était immergé dans le... Donc séance nostalgie avec Rock'n'Roll Comics. Ah ben, il était immergé dans le réacteur punk du Londres des années, fin des années 70, début des années 80. Alors, un autre Ensuite, je suis Rivière, alors... J'essaye de faire travailler aussi des autrices, dessinatrices et artistes. Donc c'est Nina Lueck. Et ça, c'est l'histoire de la Bièvre, qui est le seul affluent de la Seine, et qui a été souillé, etc. Donc actuellement, il y a des grands projets de revégétalisation, c'est comme ça qu'on dit, de la rivière, voilà, son départ et voilà son parcours jusqu'à Paris, où elle se jette au niveau de la gare d'Austerlitz. Dans la Seine, c'est le seul influent. Ils avaient fait une dérivation dans Paris, au niveau de Notre-Dame, à peu près, il y avait un monastère, et les moines avaient besoin de l'eau pour leur potager, et ça donnait la rue de Bièvre. Eh oui, où habitait François Mitterrand. Où habitait François Mitterrand. Voilà, donc voilà les personnages. Donc c'est l'histoire de Louise, qui, ça se commence au 19e siècle. Alors on voit apparaître des personnages célèbres de l'époque, Victor Hugo, et qu'on veut marier de force. Et elle décide de s'enfuir parce que le marié est bigleux, donc il louche, elle ne veut pas, elle n'est pas d'accord. Donc elle subit une agression, et puis elle est sauvée par un jeune homme, et voilà, il y a une histoire d'amour qui s'installe. Seulement le jeune homme, son père travaillait dans une entreprise qui a fait faillite, et ils sont obligés d'aller s'employer comme ouvrier à Paris. Et donc ça c'est sa fuite, et elle décide d'aller le retrouver, surtout pas se marier avec le pas beau. Et alors en fait, au début elle est pure comme la rivière, et elle va se souiller au fur et à mesure qu'elle avance comme la rivière. Ah, oui. C'est une romance. Voilà, c'est une romance qui mêle l'histoire de Louise et de cette rivière, qui est souillée par les tanneurs, et qui est au niveau des Gobelins, dans le 13e arrondissement. Il y avait des tanneurs qui teignent leur peau, et ça puait, c'était un véritable croc. Et il y avait avant ça des blanchisseuses aussi, du côté d'Arcueil, de Cachan. Donc, elle est souillée, et petit à petit, voilà, il faut savoir que les blanchisseuses, qu'on appelait des grisettes, étaient des aussi se prostituaient de temps en temps pour arrondir les fins de mois, quand elles allaient livrer les linges propres chez les bourgeoises, dans le 16e, 17e, etc. Bah, pourquoi pas, voilà, ça arrondissait un peu la fin de mois, c'était un classique, hein, parmi les ouvrières du 19e, début du 20e siècle. Donc voilà, il lui arrive tout un tas d'aventures qu'on va suivre, et on suit la rivière aussi, évidemment, elle fait des rencontres. Ça c'est la partie où elle fréquente des guinguettes qu'il y avait le long de la rivière, de la Marne aussi, et évidemment elle se souille, voilà, comme la rivière. Et puis elle pète un câble, comme on dit, on veut l'amener, mais Arthur, qui passait par là, donc arrive à la retrouver. Ils s'installent à Paris, ils ont des enfants, voilà. Il y a beaucoup de références à l'impressionnisme là. Oui, c'est plus qu'on est dans la période. On est vraiment dans un hommage à ce style de peinture. Et donc la petite fille va devenir conservateur de musée et va diriger la revégétalisation de cette rivière. D'accord, donc voilà. Une belle histoire de femme. C'est une belle histoire, c'est pour ça que ça s'appelle Rivière. Et donc, dans toutes les communes autour de la rivière Bièvre qui sont intéressées, mais cette renaturation de la rivière a donné exemple à d'autres rivières dans le monde qui font la même chose. D'accord, une BD écologique alors. Voilà, écolo. Alors, le maintenant. Alors, c'est un tsar qui a vraiment existé, donc on a cherché l'intégrale. Combien il y avait 3 tomes, il y avait 3 tomes. Donc tu as tout mis dans un seul. Alors c'est une histoire, disons une moquerie, parodie du pouvoir. En fait, c'est l'histoire vraie, le tsar se déguise en moujik pour aller écouter ce que dit le peuple de lui. C'est un dictateur absolument féroce, et il veut savoir ce qu'on raconte de lui. Mais il arrive un moment où il y a un sosie qui prend sa place et on le prend pour le vrai tsar. Enfin, voilà. C'est une
C'est une histoire parabole vraie, sur le pouvoir. une parabole sur le pouvoir. Voilà, sur le pouvoir. Très bien. Alors là, Tarek et Lionel, alors, qui est le dessinateur? Alors, Tarek est l'auteur. Il a fait plusieurs albums chez moi. Oui. La guerre des Gaules, Oui, exact. qui a bien fonctionné, le Malouin, enfin, il a fait plusieurs choses. Et Lionel Chouin, en l'occurrence, c'est le dessinateur. Les couleurs sont pas de Lionel Chouin, les couleurs, où est-ce qu'on l'a mis? On a mis quelque... Ah, voilà, mince. les couleurs, oui, C'est là. Il y est. On devait Oui, le parce mettre. qu'il y a toute Voilà, une Christophe ambiance- Bouchard. Christophe Bouchard, il y a toute une ambiance sur l'histoire de la Russie, en fait, Ah oui, complètement. qui est assez documentée. Documenté avec un délire sur le pouvoir. Oui. Alors c'est une moquerie en même temps sur tous ces savants. Donc, Et l'idée, là, c'est quelque chose qui est encore contemporain. Oui, alors est-ce qu'on peut en rire toujours? Oui, là, l'idée c'est d'en rire un peu. Là. D'en rire et en même temps de raconter une aventure. Une aventure un peu folle. Péripéties, rocambolesques, des retournements, etc. Voilà, alors un dernier ouvrage un peu différent, je crois. Voilà, carrément. manga. Manga, ouais. Alors, Un manga. fait par des Français et des, alors, Des ouais. Français. Bon, ouais. Création, 100% Création, française oui. toujours. Loïki est l'auteur. Ouais, Et Chaos qui est originaire. qui est dessinateur. du Et coup, le dessinateur. Chaos, dans la vraie vie, il est ingénieur des arts et métiers. D'accord. C'est une très grande école d'ingénieurs informatique. Et il est dans l'informatique, lui. Et il s'occupe de parcs informatiques de très grandes sociétés. Mais sa vraie passion, c'est le manga, c'est le dessin. Alors qu'est-ce qui t'a séduit dans ce... Parce qu'il y a tellement de mangas, parce qu'il y tellement a de un choses propos, aujourd'hui. Encore une fois, il y Oui. a un propos, il y a une parabole. Ça parle de phobie et de comment essayer de les soigner avec le casque virtuel. Ah. Ça se fait de plus en plus et ça existe en vérité. Hein. Ah, Donc, d'accord. et puis c'est une façon aussi disons, de piquer, on va dire, les grands salons actuels manga qui s'intéressent au manga, certes, mais aussi à ce que ça peut rapporter. Oui. Donc voilà, c'est un peu piquant. Et donc il y a des personnages virtuels, voilà. Quoi. Donc, Oui, une satire c'est- un peu de la société de consommation aussi, alors, et des pièges. ce qu'on appelle, parce qu'il y a plusieurs catégories, là, il y a shonen, c'est pour les jeunes garçons, il y a pour les filles, le manga est beaucoup diversifié, et ça, c'est un seinen. Voilà, ça s'appelle. plutôt pour les adolescents, post-adolescents. là. Ah ouais. Voilà, post-adolescent, un peu jeune adulte, et parce qu'il va avoir des scènes de plus en plus au fur et à mesure, ça c'est le tome 1, mais le 2 arrive là. Voilà, tu es parti pour toute une série de Oui, combien alors, cela, est-ce que tu oui, sais normalement, les auteurs, ils en ont prévu 40. Ah oui, une grosse aventure. 40, c'est ça, c'est que le premier, hein. Voilà, donc là tu es une nouvelle aventure éditoriale Ah, qui oui. va te mener très très loin. Bon, Ah oui. Mais les auteurs avec qui je travaille en général, sauf s'ils partent dans d'autres chemins, chacun a sa vie, en général ils restent. Tout simplement parce que, bon, moi-même, étant été auteur et but, ce que c'est que les éditeurs, je les respecte, premièrement, et deuxièmement, je les trahis pas. Et ça, c'est une notion très importante. La confiance. Et qui est simple. Ouais. Qui est simple. Ne pas trahir, c'est enfantin. Ne pas trahir quelqu'un, c'est très... mais il faut le faire. mais C'est-à-dire que chez Tartamudo, en tout cas, la loyauté est considérée non pas comme une qualité, mais une valeur. Donc voilà. ok. Alors pour ceux qui voudraient connaître un peu ta maison d'édition, il y a un site internet, je Bien crois. sûr, Voilà. il y a un site internet et d'ailleurs il est parfaitement complet. Il est vachement bien fait, c'est vrai, et complet donc. Parce que Tarek, par exemple, par ailleurs, est aussi artiste de street art international. Donc il expose dans les grandes galeries, là il rentre de New York. Et puis il y a le site de l'éditeur ami américain, anglophone, anglo-canadien et américain. Et le site c'est www.tartamudo, Tartamudo, qui est un mot espagnol, Qui veut dire quoi en espagnol, Tartamudo alors alors www.tartamudo, Tartamudo.com. Et Tartamudo veut dire le bègue en espagnol. El mudo, c'est le muet. Moi, je suis espagnol d'origine, naturalisé français, je rassure tout de suite les autorités. Et pourquoi le bègue? Parce qu'en fait, c'est une sorte d'hommage à Cervantes, Miguel de Cervantes.
Le Don Quichotte, qui est un des romans absolus de l'humanité, hein, avec Homère, avec d'autres grands auteurs, génies, était bègue, mais ça se voyait pas quand il écrivait. Mais il est. D'accord, oui, un hommage. Il était bègue en fait. En plus d'avoir perdu la moitié d'un bras à la bataille de Lépante avec les Turcs, il était bègue. Oui, après ça n'empêche pas d'avoir une grande carrière d'auteur. Il a écrit surtout un roman fondamental. C'est comme Homère a écrit l'Iliade et l'Odyssée, comme disait une amie bibliothécaire, Liliane va au lycée. L'Iliade et l'Odyssée, Cervantes a écrit Don Quichotte de la Mancha, qui est un des grands romans de l'humanité. Il n'y a pas que celui-là, mais ça en fait partie. Du coup, c'est un peu ton ambition à travers ce que tu fais de trouver des conteurs de cette trempe aujourd'hui. Oui, difficile, oui, dans la mesure du possible. Oui. Il faut savoir que le bateau ivre Rimbaud est un génie fulgurant. On le sait maintenant, c'est un fulgurant. Il fait le bateau ivre, c'est quand même un des chefs-d'œuvre de l'humanité en termes de poésie. 500 exemplaires à compte d'auteur. Et puis, je reviendrai d'Afrique avec les membres d'Acier, tout ça. Rimbaud, Van Gogh, enfin, on peut en citer tellement. Mais bon, c'est pas notre propos. Nous, on essaie d'avancer dans notre médium et de faire des choses qui nous paraissent bien. Et le seul truc, c'est que c'est 100% de la création. D'accord. Pas de droit d'achat. Il peut y avoir même certaines personnes qui m'ont parlé, comme des Argentins, qui me racontent une histoire qui m'intéresse, et je l'ai faite, mais c'était encore une fois 100% création. Donc, autant que faire se peut, j'essaye de faire tourner la machine dans ce pays avec des auteurs et des artistes qui sont là. Hein? Alors, à part le SOBD, quels seraient les autres salons auxquels tu aimerais participer? On va aller à Saint-Malo, on va aller à Brest, on va aller à Toulon maintenant, puisque j'y réside désormais. Oui, Toulon. À Toulon, oui, il y a un salon du livre qui est très très bien, qui est très relevé. Et puis après, il y a tous les salons festivals où vont les auteurs parce qu'ils sont invités à Moulins, ils ont des expos. Oui, il y en a un toutes les semaines. Pratiquement, oui. Voilà, quasi. Et donc, il y a beaucoup d'invitations. Alors, les salons d'éditeurs auxquels je participe, oui, c'est Saint-Malo, ça peut être celui-ci, etc. Ou Angoulême. Mais Angoulême, c'est un investissement conséquent, même s'il y a un retour conséquent, mais pour l'instant, pas de sélection, pas d'appel du pied démonstratif, sauf à l'époque où il y a eu Jean-Marc Thévenet, que je connaissais bien de l'époque où j'étais dessinateur, que j'ai fait des trucs pour Pilote, il était rédacteur chef. Mais bon, depuis tout ce temps-là, pas vraiment de... Je veux dire, on se demande pourquoi, donc voilà, c'est tout. Je veux dire, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. Ça ne va pas empêcher de continuer et d'avancer. En tout cas, on te retrouve tous les ans au SOBD à Paris, de toute façon. Voilà. Merci José.